5, l'heure de l'interview en toute franchise. C'est la Bougriou, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et ce matin, vous recevez Sophie Primas, porte-parole du gouvernement. Bonjour, bienvenue. Bonjour Christophe Beaugrand, bonjour. Bonjour Sophie Primas. On l'a appris hier, Rachida Dati a été renvoyée en correctionnel pour corruption et trafic d'influence. Emmanuel Macron la garde à son poste. Est-ce que c'est aussi la position du Premier ministre ce matin ? Emmanuel Macron la garde à son poste, le Premier ministre la garde à son poste. Rachida Dati, comme tous les Français, j'ai écouté votre sujet précédent, est présumée innocente. Elle fait sa mission, elle exerce sa mission de ministre de la Culture avec beaucoup de détermination. Et donc il n'y a pas de raison à ce stade pour que nous ne lui gardions pas notre confiance. Elle a donc tout votre soutien. Hier, on l'a entendu sur LCI. Elle était une combattante, en plus. On l'a bien remarqué. Sur LCI, elle a dit, je cite, « Il y a un problème avec la justice ». Elle cite nommément la magistrate en charge de son dossier, l'accuse de marcher sur les droits de la défense. C'est une tentative d'intimidation, de déstabilisation de la justice en pleine procédure ? Rachida Dati est une combattante. On sait qu'elle aime se battre, elle aime avoir des arguments forts. Vous imaginez bien que je ne ferai aucune remarque sur la justice. Vous auriez dit ça de Marine Le Pen pendant son procès ? Sur sa stratégie de défense ? Je dis la même chose pour Marine Le Pen. Rachida Dati, Marine Le Pen sont des justiciables comme les autres. Elles ont droit à la présomption d'innocence et nous n'avons pas à interférer sur la qualité de la justice qui est la nôtre et sur les procédures qui sont mises en place. Elle peut défendre les couleurs de votre famille politique aujourd'hui à Paris ? Écoutez, Rachida Dati est passionnée par Paris. Pour ma part, je pense que ce serait une excellente maire de Paris. Et donc la suite dira la chose. Et en tout cas, c'est une motivation extrêmement forte pour elle. Et elle entraîne avec elle un grand nombre de Parisiens dans leur diversité. Pour vous, c'est la meilleure candidate pour la droite ? C'est une très bonne candidate pour la droite. C'est une excellente candidate, pas que pour la droite. C'est une excellente candidate pour Paris. Pour la droite et le centre, on peut comprendre entre les lignes. Pour les Parisiens. Parlons d'un autre membre de ce gouvernement, Bruno Retailleau, qui lui aussi a fait beaucoup parler ces dernières heures et qui a mis le feu aux poudres dans la majorité, dans le camp présidentiel. Dans une interview à Valeurs Actuelles, on l'a vu dans notre JT, il dit « Le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron. Le macronisme alimente l'impuissance ». Qu'est-ce qu'il cherche au fond à se faire sortir du gouvernement pour se lancer dans la course de 2027 ? Je voudrais redire une fois encore la raison pour laquelle à la fois Bruno Retailleau, qui est le président de notre parti, et un certain nombre d'autres ministres dont je fais partie, sommes dans ce gouvernement. Nous sommes dans ce gouvernement qui est un gouvernement d'assemblage pour trouver en fait une voie pour diriger la France dans l'année et demie qui vient, qui est une période extrêmement délicate d'un point de vue budgétaire et politique, et pour éviter que notre pays soit gouverné par les extrêmes. Et donc, chacun garde sa personnalité, ses convictions. Et je pense qu'en disant cela, Bruno Retailleau veut réaffirmer que nous ne changeons pas nos convictions, mais nous essayons dans cette période de trouver la voie. Il n'y a pas d'offense vis-à-vis des autres partis avec lesquels nous travaillons. Vous trouvez que c'est un peu trop vite ? Je crois qu'il y a une grande sensibilité, les uns et les autres. Ce qui est sûr, c'est que le mandat d'Emmanuel Macron se terminera dans 1 an et demi. Il y a des formations politiques avec des nouveaux hommes et femmes politiques qui feront perdurer ce parti Renaissance aujourd'hui. Nous verrons les choses, mais nous ne sommes pas tout à fait identiques les uns et les autres. Mais ça sert à quoi, franchement, ce type de prise de parole ? Ça sert à bien faire comprendre aux Français que nous sommes dans un cas de figure d'assemblage entre des partis politiques qui veulent faire avancer la France, mais que nous avons chacun nos convictions, nos personnalités, et que nous ne sommes pas un grand tout. Et donc il peut rester au gouvernement dans ces conditions ? Bien sûr, vous savez, le principe qu'a énoncé le Premier ministre, c'est chacun est libre de sa parole, c'est ce que j'ai baptisé la polyphonie, mais quand on travaille pour l'intérêt de la France, à un moment, le Premier ministre arbitre et nous suivons le Premier ministre. Tout de même, Sophie Primas, vous êtes la porte-parole de ce gouvernement, vous connaissez mieux que personne le contexte explosif en ce moment, y compris sur le plan social. Est-ce que c'est le moment, au fond, de fragiliser le socle commun avec des déclarations pareilles ? Est-ce qu'elles sont utiles pour faire avancer le débat ? Mais personne ne peut penser que Bruno Retailleau, à un moment ou à un autre, a fait partie de Renaissance ou d'En Marche. Raison plus pour peut-être ne pas en rajouter, le macronisme, l'impuissance, vous comprenez tout de même qu'au sein du socle commun, ça puisse irriter. Écoutez, nous sommes respectueux de toutes les formations politiques, nous sommes respectueux de celles avec lesquelles nous travaillons, mais nous avons des convictions qui sont différentes, c'est ce que Bruno Retailleau veut exprimer. Dernière chose, avant de passer à la suite, vous diriez aujourd'hui que la France elle a une diplomatie des bons sentiments envers l'Algérie ?
Non, la France, elle a une diplomatie et elle doit instaurer un rapport de force aujourd'hui avec l'Algérie. C'est à la fois la position de Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur qui voit que depuis le début de l'année, nous avons 120 personnes au QTF qui sont pour certaines assez dangereuses que l'Algérie refuse de prendre. Est-ce que la ligne du Quai d'Orsay est assez dure ? Non, je pense qu'il y a une ligne qui est celle de Jean-Noël Barrot, qui est celle de la diplomatie, c'est bien naturel, il est patron de la grande diplomatie, et puis celle de Bruno Retailleau qui veut avoir des résultats, qui veut instaurer donc un rapport de force avec l'Algérie. Le président de la République rencontrera Bruno Retailleau jeudi, ils en discuteront et il y aura une ligne. Je voudrais qu'on en vienne désormais à ce qui va vous occuper, beaucoup vous occuper dès la rentrée et très certainement dès ces prochaines semaines. Une première depuis la réforme des retraites de 2023. Les 8 syndicats des travailleurs s'unissent d'une même voix dans une pétition contre François Bayrou et son budget. La secrétaire générale de la CFDT a été reçue par la ministre du Travail. Pour évoquer le projet de réforme de l'assurance chômage, elle dénonce un carnage total. Si même la CFDT, premier syndicat de France et réformiste, vous lâche, ce que vous ne dites pas aujourd'hui, c'est tout de même le moment de se poser des questions, de changer des choses. Moi je voudrais qu'on remette les choses à leur place. La réforme de l'assurance chômage, son objectif, c'est de faire entre 1 et 1,5% d'économie sur l'assurance chômage l'année prochaine. Nous devons tous contribuer à l'effort budgétaire. Je pense que pourtant le Premier ministre l'a fait en mars, il a refait sa présentation de budget, de l'architecture du budget. Nous devons faire des efforts pour notre budget en France pour le laisser perdurer. Nous devons faire des efforts choisis, qui ne soient pas des efforts subis ensuite par la situation qui nous serait imposée par nos grands argentiers en particulier et le Fonds monétaire international. Et donc, il faut que chacun contribue. Qu'il y ait dans l'assurance chômage des choses à améliorer. Que l'on puisse... vous pensez en particulier ? Quand vous discutez avec les Français et qu'on parle de la contribution de chacun aux efforts du budget, ils disent « Ah oui, mais il y a de la fraude ici, il y a de la fraude là, etc. Il y a des abus, etc. » Chacun vous dit ça. Tous les Français vous disent ça. Vous craignez de devoir reculer ? Il s'agit d'aller regarder, en fait, là où on peut améliorer les choses. Il faut sauvegarder l'assurance chômage naturellement. Il ne faut pas que ça devienne un droit au chômage, mais une assurance chômage, c'est-à-dire être en capacité de faire face à un risque qui est le chômage. Il faut qu'on regarde ça dans le détail. Et moi, je crois que les partenaires sociaux qui, aujourd'hui, évidemment, ne sont pas d'accord ou expriment une certaine opposition, doivent aussi, en responsabilité, revenir autour de la table. Il faut qu'on fasse tout ça ensemble. Vous avez raison, on a encore plusieurs mois devant nous, jusqu'au vote du budget, jusqu'au vote du projet de loi de finances de la sécurité sociale, pour trouver les voies de compromis. C'est une question de responsabilité collective vis-à-vis de l'avenir de la France. C'est intéressant de vous entendre parler de responsabilité, mais j'ai envie aussi de m'adresser à vous au sein du socle commun. On n'a toujours pas compris ce que vous étiez prêt à lâcher à la gauche, très concrètement. Et 2, est-ce qu'on peut être seul contre tous quand on n'a pas de majorité ? Mais c'est tout l'enjeu. Parce que là, vous avez tout de même une opposition qui est unanime, syndicats et politiques. C'est tout l'enjeu de la situation politique qu'ont décidé les Français à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de majorité. Nous sommes donc obligés de discuter. Le Premier ministre recevra toutes les formations politiques au cours de l'été, ainsi que, évidemment, Astrid Panosyan-Bouvet sur la question des droits sociaux et du chômage. Là, à partir de maintenant, jusqu'au moment où le budget sera déposé sur la table de l'Assemblée nationale. Et donc, nous sommes dans cette phase de concertation, de discussion, d'ouverture. Ce qui est certain, c'est que nous ne pourrons pas transiger sur le volume des économies qu'il nous faut faire pour l'année prochaine. Le plus gros est pris par la réforme de l'État et par des frais et par les baisses de dépenses. Il faut que l'on fasse ça ensemble et il faut qu'on y arrive. C'est encore une fois une question de responsabilité vis-à-vis des Français. Vous n'aurez pas d'autre choix que de recourir au 49.3 ? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Moi, je vois que quand il n'y a pas de débat, derrière, il y a beaucoup de contestations de la part des Français. Je préfère qu'on ait un débat. Est-ce qu'on ira au 49.3 ? On prendra de toute façon nos responsabilités si c'est nécessaire, mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Revenons un instant sur la loi Duplon et sur cette pétition qui dépasse aujourd'hui près d'1,7 million de signatures. Vous saluez la demande de débat parlementaire. Vous considérez qu'il faut qu'on y retourne ou au contraire que le Parlement a voté et
qu'il faut passer à autre chose? Alors d'abord, le Parlement a voté assez largement, je dois le redire. 70% des sénateurs, 60% des députés se sont exprimés pour l'adoption de cette loi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'à l'Assemblée nationale, pour des raisons qui sont liées à l'espèce d'effervescence, je dirais presque malsaine qu'il y a aujourd'hui, nous n'avons pas été au bout du débat. Et là aussi, vous voyez, un débat est salutaire. Regardez par exemple sur la fin de vie. Sur la fin de vie, il y a des débats qui sont très très longs sur ce texte-là. Et ça se fait de façon responsable et apaisée. Et donc, il y aura une décision à la fin que le Parlement prendra. Là, on a peut-être manqué de débat, manqué d'explications, plutôt aller dans les extrêmes et dans un peu l'hystérie collective. Je pense qu'il faut revenir sur le débat, expliquer. Merci à vous. Merci Célia Bougriou, merci à la porte-parole du gouvernement. C'est difficile de porter toutes les paroles du gouvernement parfois. C'est le job. C'est le job, effectivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sophie Primas.